Bonjour tout le monde, merci Madame Safti, je remercie le ministère de la Santé de m'avoir donné l'opportunité de parler quand même d'un sujet d'actualité, un sujet très intéressant qui concerne la vitamine D. Cette vitamine D appelée vitamine du soleil. On sait que la vitamine D a un rôle très important dans la régulation du calcium et dans la santé osseuse, mais aussi elle a d'autres vertus, on va voir à travers cette présentation. Et puis, toute insuffisance de cette vitamine D aura des conséquences cliniques, non seulement sur le métabolisme phosphocalcique, sur l'os, mais aussi cela peut avoir d'autres conséquences sur d'autres mécanismes. En tant que professionnel de santé, c'est-à-dire médecin, diététicien ou n'importe quel professionnel de santé, notre rôle, c'est d'abord identifier les personnes qui sont à risque de déficit en vitamine D et essayer de leur assurer un bon apport pour avoir des taux qui respectent les recommandations et qui protègent nos patients contre les complications. Donc, on va commencer par une petite introduction par rapport au rôle de la vitamine D. On sait qu'elle a été découverte au début du XXe siècle, lorsqu'on a observé que le fait de s'exposer au soleil ou bien la prise de foie de morue guérissait les enfants qui sont atteints de rachitisme. Elle a été surnommée la vitamine du soleil. Cette vitamine, bien sûr, elle joue de nombreux rôles et fonctions biologiques et physiologiques. Elle a un rôle, on sait qu'elle a un rôle capital dans le métabolisme osseux, mais des études épidémiologiques maintenant suggèrent que la vitamine D, elle rentre et elle a un rôle dans pas mal de maladies, notamment les maladies musculo-squelettiques, les maladies cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et aussi les maladies métaboliques. Je pense que vous l'avez aussi remarqué, durant la pandémie Covid-19, il y a eu aussi le boom de la vitamine D parce qu'on a démontré qu'elle avait un rôle dans le renforcement de l'immunité. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a eu une explosion de la supplémentation en vitamine D. Si on compare les années 2000 par rapport aux années 2013-2014, on voit bien que le pourcentage de personnes supplémentées en vitamine D est passé de 0,3 à 18,2%. D'accord? Mais le problème majeur qui se pose actuellement, on voit on voit que le seuil optimal qui doit définir euh, un seuil de protection contre les différentes maladies, il varie en fonction des recommandations. On va voir tout à l'heure que ce seuil, il diffère d'une société savante à une autre et on va expliquer pourquoi. Donc, l'augmentation des tests sanguins ou du dosage de la vitamine D, c'est devenu quelque chose qu'on demande de façon systématique. C'est rentré dans les mœurs et le dosage de la vitamine D est demandé un peu partout. Mais le problème qui se pose, est-ce que demander comme ça des dosages de vitamine D à tout le monde, est-ce que c'est rentable ou pas? On va répondre à cette question. La vitamine D est une vitamine liposoluble. C'est pour ça qu'on recommande aux patients, lorsqu'il y a une prise de la vitamine D, c'est de le prendre au milieu d'un repas qui est trop gras. C'est parce qu'elle est liposoluble, c'est pour favoriser son absorption. Cette vitamine est reconnue comme étant une pro-hormone. Pourquoi? Parce qu'elle a des dérivés actifs qui vont stimuler plusieurs cellules et plusieurs mécanismes d'action cellulaire. Elle a une forme active, c'est la 1,25-dihydroxyvitamine droit, qui est capable de se lier à des récepteurs spécifiques. C'est pour ça qu'on parle d'hormones et pas de vitamines. Aujourd'hui encore, je viens de le dire, cette vitamine est aussi convoitée pour renforcer le système immunitaire. C'est pour ça que
lorsqu'on a vécu la pandémie Covid-19, vous avez remarqué que la prescription de la vitamine D a pris beaucoup de l'ampleur durant cette période de pandémie parce que les résultats ont démontré que oui, la vitamine D, elle stimule les cellules immunitaires, elle renforce l'immunité. Les recommandations internationales pour les besoins en vitamine D, ils ont été estimés à 600 unités de vitamine D par jour. C'est l'équivalent de 15 microgrammes par personne. Or, si on suit ces recommandations et ce besoin journalier, on sera obligé soit de boire à peu près 24 litres de lait animal, 3 litres de lait fortifié, 37 œufs, 870 saumons, 30 cuillères à café de margarine ou 50 grammes de champignons. Donc, on sait qu'on ne peut pas assurer l'apport nutritionnel en vitamine D. Même la vitamine D qui est contenue dans le lait maternel, elle ne représente approximativement que 25 unités par litre. C'est 0,62 grammes microgrammes par litre. Donc, ça reste très insuffisant pour le bébé. Donc, ce qu'on retient à travers ces deux remarques, ni l'allaitement maternel, ni une alimentation équilibrée peuvent fournir suffisamment de vitamine D pour répondre aux recommandations diététiques. C'est pour ça, vous remarquez que chez l'enfant, on fait une supplémentation systématique. Donc, même notre alimentation ne pourra pas subvenir à à nos besoins en vitamine D. Il y a plusieurs études à l'échelle internationale et même à l'échelle nationale qui ont démontré justement que ce déficit existe. Si on prend cette étude qui a été faite en France, c'est une étude sur laquelle il y a eu un effectif à peu près de 900 patients, hommes et femmes. Ce qu'on a remarqué, pratiquement 80% des patients ont un taux de vitamine D inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. Et il y a aussi pratiquement un tiers des patients, 34% de patients qui ont un taux de vitamine D inférieur à 20 nanogrammes par millilitre. Donc quoi? Ce déficit existe. Là aussi, à travers cette méta-analyse, ce sont plusieurs études dans différents compartiments, d'accord, et dans différents continents. Donc, on a démontré, oui, ça concerne tous les pays. À peu près 88% des patients ont un taux de vitamine D moins de 75. 37% ont un taux de vitamine D inférieur à 50% et 6% des patients ont un taux très bas, inférieur à 25 nanogrammes par millilitre. Donc ce déficit existe. Et puis, ce déficit existe même dans les pays ensoleillés. D'accord? C'est pour ça qu'on parle du paradoxe des pays ensoleillés. Même si on vit dans un pays qui est très ensoleillé, on trouve beaucoup de patients qui sont déficitaires en vitamine D. On va expliquer pourquoi. Ce que je viens de démontrer à travers des études internationales, que le déficit en vitamine D existe, mais aussi en Algérie. Il y a eu beaucoup d'études qui ont justement essayé de revoir ce déficit. Est-ce qu'il existe aussi en Algérie? Donc, il y a eu une étude qui a été faite en 2014 chez des étudiants de médecine et la prévalence des patients qui ont un taux de vitamine D à 30 était quand même de 93%. Une autre étude qui a été faite chez des écoliers aussi en 2014, 29% des patients ont eu un taux de vitamine D inférieur à 20 nanogrammes en été et 41% en hiver. Donc, on sait qu'il y a une différence d'interprétation aussi du bilan, qu'on soit en été ou bien en hiver, parce qu'on sait que pour
fabriquer de la vitamine D, Recording in progress. on a besoin de soleil. Aussi, une autre étude qui a été faite sur le personnel de l'hôpital de Douira, où la prévalence des patients qui avaient inférieur, un taux de vitamine D inférieur à 20 nanogrammes était, était de 62,31%. Pour les tests sanguins, c'est vrai que à travers ces études, on a compris que cette insuffisance en vitamine D ou ce déficit en vitamine D existe. La preuve, on voit très très bien sur cette étude, il y a une évolution du nombre de dosages sanguins de vitamine D chez les patients. Si on compare, cette étude a été faite au Luxembourg, donc on voit que entre 2018 et 2021, il y a une augmentation très importante de la demande du dosage de la vitamine D. Je pense, même chez nous, on le voit à travers les bilans de nos patients. Donc, c'est tout le monde qui s'intéresse et demande le dosage de la vitamine D Pardon, parce qu'on professeur Chemali, pardon, oui, pardon. Les slides راحوا, le diapo راحت. mais j'ai partagé, j'ai pas Non, changé, hein. كانت partagée, mais ça a disparu. عندها 2 minutes. Hein. عاودي partager, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Défilez, Oui, s'il vous plaît. ça s'est arrêté. Je ne sais pas, ils se sont arrêtés où? شوفي Non, c'est juste avant-dernière, l'avant-dernière. Ici. Oui, هذه. حبست Très عندها. bien. Donc, je disais tout à l'heure, sur les études internationales, on avait confirmé le déficit en vitamine D, mais même sur des études qui ont été faites en Algérie, on en a plusieurs, et toutes les études ont confirmé justement qu'il y a un problème de déficit en vitamine D en Algérie. Le dosage de la vitamine D le dosage de la vitamine D se fait et même le nombre de tests sanguins, il augmente d'une année à une autre. Là, j'ai démontré à travers une étude qui a été faite au Luxembourg de 2018 à 2021. Donc, on remarque qu'il y a une augmentation très importante du nombre de tests sanguins de la vitamine D. Et je pense que c'est la même chose ici en Algérie. On va parler un mot de physiopathe sur la vitamine D. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, on sait que la fabrication de la vitamine D, les sources de vitamine D sont représentées pratiquement entre 10 et 20% d'origine exogène. Mais la biosynthèse, elle est beaucoup plus au niveau cutané et interne dans 80 à 90% des cas. C'est pour ça qu'on a besoin de soleil et d'exposition au soleil. L'ensoleillement est très important. Aussi la saison. On sait que en été, les dosages sont beaucoup plus importants qu'en hiver. En hiver, on est plus déficitaire. Il y a aussi le problème de la pigmentation cutanée. Plus on a une peau qui est plus foncée, plus on va limiter l'exposition aux ultraviolets. La peau noire, c'est l'équivalent d'un écran total. Donc, ça va limiter l'exposition aux UV et ça va limiter la biosynthèse de la vitamine D. C'est pour ça que les patients qui habitent au sud, ils sont plus déficitaires en vitamine D qu'on le croit, malgré l'ensoleillement. D'accord? Donc, cette biosynthèse cutanée, elle a besoin de soleil. Une fois que cette vitamine D est synthétisée au niveau cutané, elle va subir deux hydroxylations. Il faudra un premier passage au niveau du foie où elle va être hydroxylée grâce à la 25 hydroxylase et on va obtenir la 25 hydroxyvitamine D3 qui est une forme inactive de la vitamine D, c'est la calcidiol. Ensuite, cette 25-hydroxyvitamine D3, elle va subir sa deuxième hydroxylation au niveau du rein. Et c'est comme ça qu'on va obtenir la forme active
qui est la 1,25-hydroxyvitamine D3. Et c'est cette forme active, la 1,25-dihydroxyvitamine D3, qui va avoir des actions, que ce soit au niveau de l'intestin, au niveau du rein, de l'os et bien sûr au niveau de la parathyroïde, parce qu'on sait il y a des systèmes de régulation, de stimulation ou d'inhibition de la vitamine D. Donc voilà ce que vous devez retenir, c'est que la biosynthèse interne au niveau cutané, c'est elle qui va assurer pratiquement 80 à 90% de nos besoins en vitamine D et la source exogène ne représente que 10 à 20% des cas. Cette vitamine D, elle a besoin d'être hydroxylée à deux niveaux, au niveau du foie et au niveau du rein, pour avoir justement cette forme active qui va agir au niveau cellulaire. Voilà, donc on a besoin de deux hydroxylations, une au niveau hépatique et l'autre au niveau du rein pour obtenir la forme active, la 1,25-dihydroxyvitamine 3. Bien sûr, il y a deux systèmes de régulation. Il y a la parathormone en cas d'hypocalcémie ou d'hypophosphorémie qui va stimuler la fabrication de la 1,25-dihydroxyvitamine D3. Maintenant, quand il y a un problème d'hypercalcémie ou d'hyperphosphorémie, il y aura les facteurs de croissance qui vont justement inhiber la fabrication de la forme active de la vitamine D. On sait que les modalités d'action de la vitamine D, ils ont un effet génomique et un effet non génomique. C'est quoi l'effet génomique? Je disais tout à l'heure que c'est une véritable hormone. Qui dit hormone? C'est-à-dire qu'elle a des récepteurs. Donc, cette vitamine D, elle va se lier à son récepteur, le VDR, qui va agir au niveau des gènes et bien sûr stimuler et activer certaines cellules. Donc, elle a un mécanisme d'action génomique qui fait intervenir ces récepteurs au niveau génétique, au niveau du gène, mais elle a aussi une modalité d'action non génomique, c'est-à-dire elle n'a pas besoin de se lier au récepteur, elle va agir directement au niveau de certains sites d'action cellulaire. Donc voilà, c'est ça, la vitamine D, elle doit subir deux hydroxylations, une au niveau du foie et une au niveau du rein. Et les modalités d'action, elles peuvent être génomiques classiques ou non classiques et aussi elle peut agir directement sans passer par les récepteurs. Donc les sources de la vitamine D, pratiquement 90% nécessitent des rayons ultraviolets B. Donc l'exposition au soleil est très importante pour avoir de la vitamine D. Maintenant, l'apport alimentaire ne représente malheureusement que 10% des cas. Et on voit très très bien, ce sont souvent c'est les poissons. Ça nous rappelle notre régime méditerranéen avant, sauf que maintenant, l'accès ou l'achat du poisson, c'est trop cher et la consommation, elle est vraiment pas importante pour le patient algérien. Donc, la vitamine D3, vous savez, vous avez entendu parler, il y a de la vitamine D3 et il y a la vitamine D2. Mais c'est la vitamine D3 qui est plus importante. C'est elle qui est présente, elle est présente dans beaucoup d'aliments et c'est elle qui va donner le précurseur de l'hormone biologiquement active. C'est celle qui est formée par les rayons du soleil au niveau de la peau. Pour la vitamine D2, elle est obtenue par l'irradiation des plantes ou des aliments et elle est beaucoup moins puissante que la vitamine D3. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la vitamine D2 et la vitamine D3? Oui, il y a beaucoup de différences. D'abord, c'est la demi-vie. La demi-vie de la vitamine D2 n'est que de 19 heures à 48 heures. Par contre, la demi-vie de la vitamine D3, c'est de 15 à 20 jours jusqu'à plusieurs semaines. D'accord? Donc, il y a d'abord cette différence par rapport à la demi-vie, mais il y a aussi l'efficacité biologique. La vitamine D3, elle est beaucoup plus efficace que la vitamine
D2 et cela a été démontré sur plusieurs études. Donc, la vitamine D2 et la vitamine D3 ne sont pas bioéquivalentes et elles sont peu interchangeables. D'accord? Donc, si on a à choisir, c'est donner de la vitamine D3. Voilà les sources alimentaires de vitamine D3. Vous voyez très très bien que le chef de file, ce sont surtout les poissons gras. D'accord? Donc c'est pour ça, je sais que la consommation de poissons, ce n'est pas elle n'est pas très importante malheureusement vu l'excessivité du prix des poissons, mais ce sont surtout les produits de mer qui sont riches en vitamine D3, mais il y a aussi les œufs, d'accord? Il y a aussi les champignons, surtout les champignons de Paris. Ça contient de la vitamine D, donc si on ne mange pas de poisson, il faut privilégier la consommation des œufs. Quel est le rôle de la vitamine D? Quels sont justement les nouveaux bienfaits de la vitamine D pour la santé? C'est vrai que dans les années 70, on connaissait le rôle classique de la vitamine D sur la santé osseuse. Donc, on sait que la vitamine D joue un rôle très important dans la minéralisation osseuse et dans le traitement du rachitisme. Mais depuis 2024, on voit très très bien l'implication de la vitamine D dans pas mal de maladies, dans la réponse immunitaire, donc dans le renforcement de l'immunité du patient, un rôle dans l'auto-immunité, un rôle anti-inflammatoire et antifibrosant. Elle a aussi un rôle dans les maladies cardiovasculaires, métaboliques, le prédiabète, la fonction cognitive. Il y a aussi un lien entre la carence en vitamine D et la maladie d'Alzheimer, fonction musculaire, la fonction reproductive et même sur le vieillissement. Donc voilà les bienfaits, les nouveaux bienfaits de la vitamine D. Comme quoi, cette vitamine D, elle a beaucoup d'intérêt pour notre santé et elle a beaucoup d'implications sur différents mécanismes d'action. Donc la vitamine D, elle est bonne à tout faire. Elle va réduire le risque de chute et de fracture, oui. Elle a des bénéfices sur le statut squelettique, oui. Mais on comprend de jour en jour que la vitamine D a un rôle dans l'hypertension artérielle, dans le diabète, dans le syndrome métabolique, dans l'insuffisance rénale, dans la mort. C'est pour ça que les malades d'insuffisance rénale, on les supplémente en vitamine D, d'accord? Dans la mortalité cardiovasculaire, il y a même une implication de la vitamine D dans les cancers, d'accord? Dans les infections, dans l'auto-immunité, dans les maladies auto-immunes, dans les maladies inflammatoires et même en psychiatrie. D'accord? Donc, la vitamine D, toute insuffisance de vitamine D peut exposer à pas mal de maladies et à pas mal de complications. Donc, je peux pas, vu le timing, je peux pas parler du rôle de la vitamine D dans toutes les maladies, mais j'ai choisi de parler du rôle aussi de la vitamine D dans l'os, mais aussi dans le muscle, d'accord? La prévention et le traitement par la supplémentation par la vitamine D va prévenir la faiblesse musculaire, va augmenter les performances musculaires et elle va aussi prévenir les chutes et les fractures, d'accord? Donc la vitamine D augmente la surface musculaire qui active l'expression des gènes et des sites d'action de la vitamine D. Elle augmente aussi la disponibilité, d'accord, de la vitamine D au niveau cellulaire. C'est pour ça qu'on a démontré que la prévention avec la vitamine D permet de prévenir l'ostéoporose et aussi de diminuer le risque de chute et de fracture chez nos patients. Le rôle aussi, ce que vous devez retenir dans l'immunité. La vitamine D, elle va stimuler, d'accord, les macrophages, elle va stimuler les cellules dendritiques, elle va diminuer l'inflammation. Vous allez voir, l'interleukine, on parle de cytokine pro-inflammatoire, d'interleukine 1, 2, donc elle va diminuer l'inflammation, elle va réduire les cytokines pro-inflammatoires, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on parle
de mécanismes d'immunomodulation de la vitamine D. Il y a un nombre très important d'articles sur la vitamine D. Vous pouvez faire vos recherches et vous allez voir le nombre important de publications qui concernent la vitamine D. Ça reste toujours un mystère euh, qui sera peut-être bientôt éclairci à travers ces études et à travers ces travaux qui démontrent l'intérêt de la vitamine D pour notre organisme. Maintenant, on va passer au dosage sérique de la vitamine D. Comment doser et qu'est-ce qu'il faut doser? Il faut savoir que la 1,25-dihydroxyvitamine D, c'est la forme active, si vous vous rappelez bien, elle ne va pas convenir comme indicateur du statut vitaminique. Pourquoi? Parce que sa demi-vie, elle est trop courte. Si vous vous rappelez, elle ne dépasse pas 48 heures, donc on ne peut pas la doser. D'accord? Le stock de vitamine D est estimé par la concentration sérique de la 25-hydroxyvitamine D dans la demi-vie. Vous avez vu tout à l'heure la différence, il peut aller jusqu'à 3 semaines. Donc c'est ça ce qu'on dose chez les malades. Les techniques automatisées les plus courantes sont radio ou enzymo-immunologiques. Ces techniques, elles vont permettre de doser les deux formes, c'est-à-dire quand je dose, je vais doser la 25-hydroxyvitamine D, c'est-à-dire la 25-hydroxyvitamine D3 et vitamine D2, les deux formes, que ce soit celle qui est hydroxylée avant d'être hydroxylée au niveau du foie ou celle qui est hydroxylée après le foie. C'est toute la quantité de vitamine D. Bien sûr, à cause des problèmes de calibration et de standardisation, la reproductibilité des résultats n'est souvent pas garantie, que ce soit entre les laboratoires ou bien au sein d'un même laboratoire. C'est pour ça qu'on a un souci sur le terrain. Parfois, on peut, parfois, on peut demander des dosages dans deux laboratoires différents et bien sûr, on a deux résultats différents. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de standardisation. Il faut toujours revoir la technique de dosage de votre vitamine D. C'est vrai qu'il y a des techniques séparatives qui nous permettent de mieux identifier la forme active et la forme inactive. Mais c'est des tests, et c'est des tests qui sont très sensibles, c'est des tests immunologiques, mais inadaptés à la pratique courante. Pourquoi? Parce que leur coût, il est très élevé, leur degré de technicité, il est très important. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir par rapport aux techniques de dosage de la vitamine D. Donc, la vitamine D, quand on supplémente en vitamine D, aussi bien le cholécalciférol ou bien l'ergocalciférol, c'est-à-dire la vitamine D3 ou la vitamine D2, c'est des vitamines qui sont absorbées rapidement après une administration orale avec un taux maximal qui est détectable dans les 24 heures après la prise. La concentration plasmatique du calcidiol, qui est la 25-hydroxyvitamine D, elle va augmenter également et elle va atteindre son maximum au bout du 7e au 14e jour. Ça dépend la dose et ça dépend le dosage et cela après la prise. Donc ça sert à rien d'aller doser après la supplémentation immédiatement, mais il faut attendre au minimum 15 jours pour détecter la concentration maximale de la vitamine D. Donc, si on résume ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, on a compris qu'il y a deux sources de la vitamine D. Il y a la source endogène au niveau cutané. Pratiquement, elle apporte près de 90% de nos besoins. L'apport alimentaire n'est représenté que dans 10% des cas. On a compris qu'il y a deux formes de vitamine D. Il y a la vitamine D3 et il y a la vitamine D2. Cette vitamine, elle subit deux hydroxylations pour être activée au niveau du corps, une au niveau du foie et une deuxième au niveau du rein pour avoir la forme active
qui est la M25 dihydroxyvitamine D3. On a deux dosages possibles, soit la 25-hydroxyvitamine D qui regroupe les deux, la D2 et la D3, ou bien le dosage de la 1,25-hydroxyvitamine D, la forme active, mais on sait que sur la pratique, ce qu'on utilise le plus, c'est la 25-hydroxyvitamine D, parce que le dosage de la forme active nécessite des techniques immunologiques plus poussées et cela coûte énormément d'argent. Donc, comment on évalue le statut en vitamine D? La forme de réserve de la vitamine D, c'est la 25-hydroxyvitamine D. Elle regroupe les deux formes. La forme active, c'est la 1,25-hydroxyvitamine D. C'est après avoir subi la deuxième hydroxylation au niveau du rein que notre vitamine D devient active. D'accord? Donc, la fonction active n'est possible de la 1,25-hydroxyvitamine D, elle n'est possible que si vous avez un taux de la 25-hydroxyvitamine D suffisant. Vous devez avoir un taux de vitamine D au niveau sanguin suffisant pour que votre forme active sera efficace. Il ne faut pas aussi, rappelez-vous, toujours du cycle saisonnier, c'est-à-dire il faut s'attendre à des valeurs plus basses de janvier à mars et des valeurs beaucoup plus élevées au début de l'automne. Ça, c'est clair parce qu'il y a eu une exposition au soleil et on comprend bien que dans les pays qui manquent de soleil, il y a des supplémentations systématiques des patients pour prévenir l'hiver, parce qu'on sait, pendant l'hiver, on est tous déficitaires en vitamine D par manque de soleil. Donc voilà les variations, vous pouvez l'identifier sur ce graphe, sur l'année de janvier à décembre, on comprend qu'il y a des variations du taux de la vitamine D entre mai jusqu'à septembre, bien sûr, juin, juillet, août, en plein soleil, où on a le taux le plus élevé de vitamine D. Et ça, c'est à travers plusieurs études qui a été démontré tout ça. Donc, rappelez-vous bien, quand vous demandez un bilan, il faut prendre en considération le cycle saisonnier de votre vitamine. Quelles sont les causes de déficit en vitamine D? Bien sûr, l'apport insuffisant en vitamine D, c'est la principale cause du déficit en vitamine D. On a vu tout à l'heure que l'apport exogène, oui, il ne représente que 10% des cas, mais cet apport, les aliments les plus riches en vitamine D, ce sont surtout les produits de mer, ce sont surtout les poissons gras. Malheureusement, on ne consomme pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il faut privilégier aussi la consommation des œufs. Donc, il faut aussi une exposition au soleil. D'accord? Ce déficit aussi en vitamine D, il peut également être dû à beaucoup de pathologies et même à certaines thérapeutiques. L'origine iatrogène de la malabsorption de la vitamine D aussi existe. D'accord? Toute maladie inflammatoire intestinale, les patients qui ont subi des chirurgies bariatriques, des résections, des insuffisances pancréatiques exocrines, des problèmes de cholestase, certains médicaments, notamment le phénobarbital, la carbamazépine, tout cela limite l'absorption de la vitamine D. Tous les patients insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques, on le sait, dans la physiologie de la vitamine D, cette vitamine doit subir de l'hydroxylation au niveau du foie et du rein. Donc, si le malade a une insuffisance rénale ou hépatique, il sera déficitaire en vitamine D. C'est vrai qu'avec l'insuffisance rénale, on a un schéma de supplémentation systématique, mais pour les patients qui ont des problèmes hépatiques, on ne pense pas souvent à les supplémenter en vitamine D. Il y a aussi les patients qui ont des problèmes d'hypoparathyroïdie, les patients qui ont des problèmes de diabète, de syndrome néphrotique. Donc, vous voyez que le panel est très important. C'est pour ça qu'on a appris de nos jours à doser la vitamine D. Peut-être que la supplémentation en vitamine D aura des répercussions sur les pathologies, que ce soit inflammatoires, les pathologies infectieuses, immunitaires. Donc, c'est pour ça qu'on a
appris à doser la vitamine D. Pour l'identification des facteurs de risque de carence, on voit très très bien que ces facteurs de risque existent. D'accord? Il y a un manque d'exposition au soleil. C'est vrai qu'on est des pays ensoleillés et on est déficitaire en vitamine D parce qu'il y a un manque. Oui, le port de vêtements courants, on veut toujours éviter le soleil. On ne s'expose pas beaucoup au soleil. On met des vêtements qui nous couvrent et qui limitent l'exposition au soleil. On met des écrans totaux, on veut se préserver. On limite notre exposition et notre production de vitamine D. Il y a des problèmes de pollution de l'air. D'accord? Il y a des expositions derrière des vitres, derrière du plastique. Donc, on comprend qu'on manque d'exposition vraiment au soleil. On évite le soleil. On n'est pas comme avant. D'accord? Il y a aussi le faible niveau de rayonnement UV. C'est vrai quand on habite dans des pays, saison automne-hiver, lorsque la latitude elle est très élevée, donc, il y a une exposition, il n'y a pas beaucoup de soleil, ça aussi, ça constitue un facteur de risque de malabsorption de la vitamine D. Il y a aussi d'autres facteurs physiologiques. Plus on prend de l'âge, il y a l'âge. Plus on prend de l'âge, on va absorber moins de vitamine D. Les enfants aussi, les adolescents, c'est pour ça qu'on les supplémente. Quand on a une peau foncée, cela diminue l'absorption de la vitamine D. C'est l'équivalent d'un écran total. C'est pour ça que les gens qui habitent le sud sont tous déficitaires en vitamine D. Il y a aussi l'obésité. D'accord? L'obésité aussi, elle diminue l'absorption de la vitamine D. Les grossesses, l'allaitement. Il y a aussi toutes les pathologies rénales, hépatiques, intestinales par le biais de la malabsorption. Cela aussi entraîne un déficit en vitamine D. D'accord? Il y a aussi d'autres causes d'ordre alimentaire, c'est le manque de vitamine D dans notre alimentation. On a peu de vitamine D, on mange peu de poissons. Or, c'est eux qui sont riches en vitamine D. Et aussi, un autre facteur qui a surgi depuis peu, c'est l'intrication des médicaments. Tout ce qui est anti-épileptique, la rifampicine qui est utilisée pour le traitement antituberculeux, les traitements antirétroviraux, aussi les glucocorticoïdes, ce sont des familles thérapeutiques qu'on utilise assez souvent. Donc, ceux-là aussi entraînent, ce sont des facteurs de risque de malabsorption de la vitamine D. Donc, on est dans l'obligation de doser et de supplémenter. Donc, si on prend un patient âgé en insuffisance rénale, qui ne marche pas beaucoup, qui ne s'expose pas beaucoup au soleil, qui ne mange pas bien et qui est sous traitement, donc le déficit en vitamine D est inévitable chez ces patients. Là, on va se demander, on a parlé des mesures de dosage, des techniques, des facteurs de risque. Quelle est justement la valeur de référence? Quand est-ce qu'on doit dire qu'il y a déficit ou pas? C'est vrai qu'il n'existe pas de consensus en ce qui concerne les valeurs sériques de référence. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs fluctuations physiologiques et saisonnières de la vitamine D. Donc, c'est pour ça que la majorité des recommandations, il s'avère que le dosage de la vitamine D est inutile chez le sujet sain. D'accord? C'est pas moi qui le dis, mais ce sont plusieurs sociétés savantes qui ne recommandent pas le dosage systématique de la vitamine D chez le sujet sain. On comprend bien que ça coûte cher. Il y a aussi le facteur coût qui rentre en jeu. Donc, c'est pour ça que c'est pas recommandé pour tout le monde. Là, ce tableau résume toutes les recommandations des sociétés savantes américaines, australiennes, aussi françaises, canadiennes. On voit très très bien que le taux recommandé, il diffère d'une société savante à une autre. Mais on voit bien
que si on revoit les recommandations françaises, généralement, on parle de déficit euh, pour des taux qui sont inférieurs à 30. Pour les recommandations aussi américaines, si on revoit les recommandations australiennes, ça parle de 20, même canadiennes, c'est aussi 30. Donc, les valeurs de référence, comment témoigner ce tableau comparatif entre les différentes recommandations internationales? Eh bien, il y a certaines études qui s'alignent, d'accord, pour dire qu'il faut revoir le taux qui se base sur le risque accru d'apparition des effets extrasquelettiques et adopte le taux de 20 nanogrammes comme limite de l'insuffisance en vitamine D. Par contre, les autres suivent les recommandations américaines endocriniennes qui définissent que un taux de 30 nanogrammes par millilitre, c'est le taux au-dessous de lequel on parle d'insuffisance. Comment? En se basant plutôt sur l'hyperparathyroïdie secondaire et l'absorption du calcium. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux sociétés. Ça dépend l'effet de la valeur. D'accord? Là, ce sont les recommandations canadiennes. Donc on voit bien qu'ils recommandent un dosage de moins de 30. On l'a vu tout à l'heure sur le tableau. Donc voilà, si on revoit les recommandations françaises, ça c'est des recommandations récentes 2025, ce sont les recommandations Griot 2025. Donc on parle, le taux recommandé chez le patient, c'est entre 30 et 70. On parle de carence sur des dosages inférieurs à 30, d'accord, à 30 nanogrammes par millilitre, et on parle de carence sévère lorsque le taux est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre. Bien sûr, on parle souvent d'intoxication à la vitamine D, mais sachez, si on revoit la littérature, il y a eu peu de patients très très rares, c'est très très rare d'avoir des intoxications à la vitamine D. Je pense durant la période de la pandémie Covid-19, on a cité dans la littérature deux patients, seulement deux patients qui ont eu des problèmes d'intoxication à la vitamine D. Donc là aussi, sur cette slide, quand réaliser le dosage? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit demander de façon systématique à tout le monde? Eh ben non. Si on revoit les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les recommandations canadiennes, les recommandations américaines et même les recommandations françaises, on vous dit de façon très claire et nette, c'est du non systématique et non nécessaire chez l'adulte sain sans facteur de risque pour la prophylaxie de la carence. Ça sert à rien. Il faut doser uniquement quand il y a des facteurs de risque. Ces facteurs de risque, c'est quoi? Ce sont les maladies métaboliques osseuses, lorsqu'il y a des fractures sur trauma mineur, personnes âgées, fragiles, chute, quand il y a des problèmes rénaux, une néphropathie chronique, insuffisance hépatique, des syndromes de malabsorption, c'est-à-dire une atteinte digestive, des résections, ou lorsque vous avez des patients qui ont subi une chirurgie bariatrique, les patients obèses. Maintenant, l'obésité, c'est une maladie chronique. Elle expose à beaucoup de maladies métaboliques. Donc aussi, c'est intéressant de doser la vitamine D chez ces patients. Les patients fragiles et immunodéprimés, les patients porteurs d'HIV aussi, quand on veut contrôler après supplémentation d'une carence, là aussi c'est validé, mais vous allez voir quand est-ce qu'il faut le contrôler. Contrôler, c'est pas dans l'immédiat. On va voir ce que les recommandations disent. Donc on retient bien que ce n'est pas du systématique, c'est toutes les recommandations qui disent ça, mais par contre, il faut le doser quand il y a des facteurs de risque. Voilà aussi les recommandations de Luxembourg. Voilà, ça c'est aussi, c'est récent, c'est en 2023. Le conseil scientifique a recommandé de ne pas doser systématiquement la vitamine D, de ne pas doser systématiquement la vitamine D dans le cadre du suivi traitement de supplémentation, c'est-à-dire que pour eux,
même quand on supplémente, ça sert à rien d'aller redoser la vitamine D. Et puis, il ne faut pas utiliser systématiquement le dosage de la vitamine D à la seule à la seule fin d'augmenter l'adhérence des patients à la supplémentation vitaminique. Ça sert à rien d'utiliser ça comme un argument pour les patients pour leur dire oui, il y a une carence, on doit supplémenter et on doit recontrôler par la suite. Donc, en population générale, dans l'état actuel des connaissances, il n'a pas été établi qu'une supplémentation générale de la population adulte soit bénéfique en termes de morbimortalité. Cela a été démontré à travers plusieurs études, que ça sert à rien d'aller supplémenter comme ça de façon générale. Ça ne diminue pas la morbidité et ça ne diminue pas aussi la mortalité des patients. D'accord? Heilig, j'ai pris ici une étude qui a été faite chez le sujet âgé dans une EHPAD où on a supplémenté de façon systématique les patients. Eh ben, le bénéfice par rapport à la mortalité, il était très faible. D'accord? Il était très, très faible. Est-ce que, si vous vous rappelez que la supplémentation, ce qu'on avait l'habitude d'utiliser auparavant, c'était de donner de la vitamine D en ampoule. Vous vous rappelez toujours l'ancien schéma, une ampoule à boire tous les 15 jours pendant 2 mois. Et puis on refait le dosage. Eh ben, les experts se sont posé la question, est-ce qu'il faut plutôt donner comme ça des doses de charge de vitamine D comme on a l'habitude d'utiliser auparavant, ou bien est-ce qu'il faudrait donner des doses quotidiennes? C'est pour ça qu'ils se sont posé cette question. Est-ce qu'il faudra donner des doses plutôt quotidiennes ou des doses de charge intermittentes de vitamine D? Eh bien, vous allez voir que ce n'est plus d'actualité de donner des doses de charge. Eh bien, la supplémentation quotidienne plutôt qu'intermittente en vitamine D a été clairement recommandée par plusieurs groupes indépendants d'experts en vitamine D. D'accord? Ainsi que dans les consensus internationaux et même dans les recommandations cliniques très récentes. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que la supplémentation quotidienne, elle est beaucoup plus physiologique et elle a démontré beaucoup d'effets bénéfiques chez les patients qui ont un problème d'insuffisance ou de carence en vitamine D. D'accord? C'est des effets qui n'ont pas été observés dans les études où ils ont utilisé des schémas de supplémentation intermittente et avec des doses de charge. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on change d'attitude. Et au contraire, qu'est-ce qu'on a démontré? Ces études, qu'est-ce qu'elles ont démontré lorsqu'ils ont comparé la prise quotidienne et la prise intermittente? Plusieurs études récentes qui portent sur la supplémentation intermittente en vitamine D, elles ont rapporté que les résultats sont moins bons. Il y a eu une augmentation des fractures, une augmentation des chutes et de la mortalité par cancer dans le groupe vitamine D que dans le groupe placebo. C'est-à-dire quand on donne des doses de charge, ils ont remarqué par rapport à une population placebo, c'est-à-dire qu'on n'a pas supplémenté, ils ont remarqué que dans le groupe où on a supplémenté les patients en vitamine D en dose de charge et une prise intermittente, le taux de fracture, de chute et de cancer a été beaucoup plus important. Et aussi, il y a une autre explication. Quand on donne des doses de charge en vitamine D, cela va entraîner une stimulation des voies d'inactivation de la vitamine D. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parfois, on est amené à supplémenter les malades, on leur donne une ampoule tous les 15 jours, pendant 2 mois, on refait le dosage et on trouve un dosage qui est trop bas. D'accord? Donc, on a quand même une explication. C'est peut-être ces doses de charge en vitamine D qui a exercé un effet de feedback négatif et a entraîné une inactivation des voies de la vitamine D. D'accord? C'est pour ça que, moralité de la chose, tous les experts recommandent plutôt une prise quotidienne plutôt qu'une prise intermittente. D'accord? Donc voilà, ça, c'est une étude qui a démontré, elle a comparé deux groupes de patients
il y a un groupe de patients qui a reçu une dose de charge par voie orale qui n'ont reçu rien, eh ben, l'effectif était à peu près 2000 femmes de plus de 70 ans et la dose a été administrée soit en automne ou en hiver pendant 3 à 5 ans. Ce qui ressort de cette étude, voilà, regardez le groupe de patients qui a été mis sous vitamine D. Le nombre de chutes était beaucoup plus important que les patientes qui n'ont pas reçu de vitamine D. Même le taux de fracture, il était beaucoup plus important dans le groupe de patients qui ont reçu des doses de charge de vitamine D. C'est une étude balèze, c'est une étude qui a été suivie pendant 5 ans chez ces femmes, d'accord? Donc voilà, le taux de fracture était beaucoup plus important chez les patientes qui ont été supplémentées en vitamine D que les patientes qui étaient sous placebo. Donc voilà, ce n'est pas une seule étude, j'ai pris plusieurs études. Voilà, ça c'est une étude qui a été faite sur des hommes et des femmes, d'accord, âgés de plus de 78 ans. Et on a remarqué qu'il y a eu, entre les patients qui ont été supplémentés et non supplémentés, une augmentation significative des chutes chez les personnes qui ont reçu les 2 doses les plus hautes. D'accord? Donc voilà, ce n'est pas une seule étude, mais plusieurs études et plusieurs experts qui ont démontré cela. Donc, quelles sont les probabilités de modalités actualisées de supplémentation de vitamine D chez les patients qui sont atteints ou à risque d'ostéoporose ou là ils sont carencés actuellement? J'ai pris les recommandations françaises. On sait que ce sont les recommandations qu'on suit le plus souvent. Ça, c'est des recommandations récentes, Griot 2025. Qu'est-ce qu'il recommande? Donc, il recommande de doser la vitamine D. D'accord? On parle d'insuffisance lorsque le taux est entre 20 et 30. Donc, tout à l'heure, vous avez vu que moins de 30, c'est des patients qui sont carencés en vitamine D. Lorsqu'il y a un dosage entre 20 et 30, il y a une conduite à tenir à faire. Et lorsque le dosage ou la carence elle est très sévère, moins de 20, il y a un protocole à suivre. On sait qu'il y a plusieurs formes de vitamine D. Ce qu'on avait auparavant chez nous, c'était des ampoules, mais maintenant, on a des formes orales. C'est des comprimés. Il y a les comprimés à 50 000, il y a les comprimés à 20 000 et il y a aussi les comprimés à 1000. Et on a même aussi les gouttes qui ne sont pas disponibles chez nous. Nous, on a les formes orales, heureusement, on a la 50 000 et il y a même la 20 000 et on a même la 1000 sur le marché algérien. Donc, si vous avez un malade qui a un dosage entre 20 et 30, ça sera soit 50 000, des comprimés à 50 000 par semaine ou bien des comprimés à 20 000 tous les 3 jours pendant 4 semaines, c'est ça, pendant 4 semaines, ou bien il y a la forme goutte, 15 gouttes de vitamine D3 par jour pendant 4 semaines. Ça, c'est quand le déficit est entre 20 et 30 à 20 nanogrammes par millilitre, vous allez voir que la durée, elle est beaucoup plus importante. D'accord? Donc, soit des comprimés de 50 000 une fois par semaine, ou bien des comprimés de 20 000 tous les 3 jours, mais pendant 8 semaines. D'accord? Ou bien, quand il y a la forme sous forme de gouttes, ça sera 15 gouttes par jour pendant 8 semaines. La différence, ce qu'on faisait par rapport à ce qu'on faisait avant, nous, on donnait un schéma déjà des doses de charge, une ampoule tous les 15 jours pendant 2 mois et on s'arrête à ça. Or, voilà la deuxième différence. On recommande un traitement qu'il doit être poursuivi pendant 3 à 6 mois. D'accord? Donc, si carence sévère, traitement d'attaque pendant 8 semaines, soit des comprimés à 50 000 une fois par semaine pendant 8 semaines, ou bien 20 000 tous les 3 jours pendant 8 semaines. Si le dosage est entre 20 et 30, ça sera des comprimés de 50 000 une fois par semaine, ou bien 20 000 tous les 3 jours pendant 4 semaines.
Ça, c'est en traitement d'attaque. Mais il faudra maintenir un traitement d'entretien pendant 3 à 6 mois. Et vous avez remarqué, il n'y a aucune recommandation de refaire le bilan après le traitement d'attaque. Ça sert à rien. Il faut au contraire maintenir un traitement d'entretien. Donc, si vous avez un malade très carencé, le traitement d'entretien, ça sera décomprimé à 1000, d'accord, décomprimé à 1000 une fois par jour, ou bien soit vous lui proposez un traitement au quotidien, soit vous lui proposez un traitement intermittent, soit un comprimé de 50 000 une fois par mois, ou bien un comprimé de 20 000 tous les 2 semaines, ou bien s'il y a des formes aussi de gouttes, si le patient préfère les gouttes, ça sera aussi 2 à 3 gouttes par jour. D'accord? Donc c'est ça la différence du protocole avec celui qu'on faisait avant. D'abord, le dosage, aussi les modalités de prescription par rapport à la prise quotidienne ou intermittente, et il y a aussi la durée de supplémentation. Il y a le traitement d'attaque et il y a aussi le traitement d'entretien. 2 mois, c'est insuffisant. Il faudra maintenir le traitement encore 3 à 6 mois et puis par la suite, refaire le dosage. Ce n'est qu'au bout de 6 mois de traitement, après traitement d'attaque et d'entretien, qu'on doit refaire le bilan si on a un dosage qui est supérieur à 60. C'est ce qui est recommandé. Quand on traite des malades, il faut tabler le 60 nanogrammes par millilitre. D'accord? Donc, on peut maintenir un traitement d'entretien. Pourquoi pas des comprimés, donner des comprimés de 20 000, d'accord? Une fois par mois, c'est pour assurer un traitement d'entretien. Maintenant, si le patient est toujours déficitaire et a un dosage moins de 30 nanogrammes par millilitre, soit lui donner des comprimés de 50 000 tous les 2 semaines, ou bien switcher vers la forme orale, c'est-à-dire des comprimés à 1000 une fois par jour. C'est vrai que ça se discute avec le patient. Il y a certains qui refusent le traitement quotidien, surtout si c'est un patient qui est déjà multitaré, il a plusieurs médicaments à prendre dans la journée, il préfère prendre tous les jours, il préfère peut-être prendre un comprimé par semaine ou chaque 2 semaines. Ça se discute avec votre patient. D'accord? Là, voilà, j'ai pris l'exemple de certains produits qui sont présents sur les marchés. Par exemple, les produits, il y a des comprimés à 50 000, on a sur le marché. Il y a même la vitamine D sous forme de comprimés à 20 000 et on a aussi la forme de comprimés à 1000 unités. D'accord? Maintenant, vous allez dans vos lectures, c'est vrai, trouver que pour améliorer la sensibilité de la vitamine D, il faudrait peut-être l'associer. L'associer à plusieurs, à quoi? Il y a certains qui parlent d'association à du calcium, à du magnésium. On va voir quels sont les éléments qui améliorent la sensibilité de la vitamine D. L'exposition au soleil, il n'y a rien à dire, d'accord? Il faut s'exposer au soleil. Quand je dis exposer au soleil, c'est pas des heures et des heures, mais il faut au moins une exposition de 30 minutes à 45 minutes au soleil. Bien sûr, il faut s'exposer. Il faut pas mettre des vêtements qui vous recouvrent la totalité du corps, d'accord? Aussi, si on veut améliorer la sensibilité de la vitamine D, il faut une bonne observance. D'accord? Il faut que la prise de la vitamine D soit régulière et à des dosages, bien sûr, qui s'accommodent en fonction de votre dosage. D'accord? Pour améliorer aussi, vous allez trouver l'association au calcium, aux oméga 3, au magnésium. Là, c'est la mode des compléments alimentaires. On voit que tout le monde prescrit et tout le monde, pas prescrire, mais c'est des gens qui partent directement au pharmacien et c'est le pharmacien qui délivre sans ordonnance. Ils vont sur les réseaux qu'il faut associer. Je vous dis par rapport aux études. Moi, je préfère vous donner ce que les experts recommandent.
La supplémentation en calcium, elle n'est pas systématique. Si vous devez donner, vous devez doser le calcium parce que vous pouvez avoir des problèmes d'hypercalcémie, surtout sur des terrains. D'accord? Aussi, ce qui ressort, il y a la supplémentation aussi en magnésium. Vous pouvez, sans doser la magnésémie, vous pouvez donner, oui, une petite cure de magnésium. Cela a été démontré. D'ailleurs, c'est ce que j'ai choisi. C'est une étude qui a été faite récemment, d'accord, et qui a justement démontré que la supplémentation, oui, concomitante du magnésium favorise l'activation de la vitamine D. Oui, je peux donner une petite cure de magnésium, mais pas au long cours, d'accord? Donc, ce sont les deux éléments que j'ai trouvés dans la littérature qui ont un impact. Maintenant, le reste, cela n'a pas été démontré. Il y a le butyrate, il y a les oméga 3, le bore, il y a même la vitamine K2. J'ai vu sur le marché, il y a des boîtes de compléments alimentaires qui coûtent jusqu'à 20 000 dinars. C'est fou. Et les malades achètent. Et il n'y a aucun intérêt. À la limite, ça a un impact sur l'absorption de la vitamine D, mais c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, ce sont les deux, peut-être, points sur lesquels je peux insister. Calcium, il faut pas que ça soit du systématique. Dosez votre calcémie et faites très attention au sujet âgé, insuffisant rénal. Vous pouvez avoir des problèmes d'hypercalcémie. Le magnésium, oui. En cure courte, oui, c'est possible. D'accord? Donc voilà, le magnésium, il stimule, la vitamine D stimule l'absorption du magnésium et même le magnésium, il permet d'activer la vitamine D. Il faut toujours vérifier le statut du magnésium de vos patients. D'accord? On arrive à la fin. Donc, on a bien compris que le rôle de la vitamine D est indéniable et évident, c'est vrai, dans le métabolisme osseux et musculaire. Ça, on le sait depuis longtemps, d'accord? Mais on a bien compris que le rôle de la vitamine D va au-delà. Il y a des effets extra-osseux. Il n'existe pas, cependant, suffisamment de données, euh, peut-être issues des séries randomisées pour prouver qu'il s'agit d'un lien de causalité. C'est vrai, on incrimine la carence et l'insuffisance en vitamine D dans le diabète, dans l'hypertension artérielle, mais on peut pas, il n'y a pas des liens de causalité comme ça direct. La vitamine D n'est donc pas actuellement à considérer comme un moyen thérapeutique dans ces affections. Elle pourrait aider, oui, elle peut aider, mais ce n'est pas elle qui est à l'origine de ces affections. Je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience vos questions. Professeur Chemali, Oui, Madame Safti, vous avez vérifié si vous n'avez pas de questions? je suis en train de vérifier, Ah, justement. très bien. J'ai vu qu'au début, il y a eu des gens qui n'entendaient pas, je sais pas, mais Non, non, شوفي professeur, je vous ai suivi depuis le début. الناس اللي يجوا مع الاخر قولي لي عليه لو ah, بورتابل ما d'accord, ياكتيفيوش لو سون باسكو هو ما يجيش اوتوماتيكمون لو سون ابار ولا درتي حاجه باش في البيسي ولا بصح في التليفون ما يجيش ديراكتومون ما يجيش اوتوماتيك. d'accord. Pour le moment, je vois que des bonjours, je ne vois pas de questions. Si vous avez des questions في الاخر راه بوزاو Si, لك si, quelques on a questions. posé la question, qu'en est-il de la vitamine D3 avec le K2? Je viens d'expliquer qu'il y a eu beaucoup de propositions de certaines molécules qui vont augmenter la sensibilité de la vitamine D. Mis à Oui. part calcium, magnésium, le reste,
ça reste des études comme ça qui ne sont pas validées encore par les sociétés savantes et qui n'ont pas beaucoup d'impact sur la supplémentation en vitamine D. Là, je pense que j'ai répondu. Est-ce que la supplémentation de la femme enceinte se fait de la même façon des autres malades? Il faut doser, oui. On a bien compris que c'est des facteurs physiologiques. Tout à l'heure, j'ai cité certaines situations physiologiques telles que le sujet âgé, les enfants, l'adolescent, la femme enceinte, la femme qui allait. Il faut doser la vitamine D. L'idéal, c'est avant la conception. C'est avant la conception. Doser et supplémenter. On parle aussi, on pose la question par rapport à la toxicité. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intoxication à la vitamine D qui est définie par un dosage qui est supérieur à 150. C'est vrai que le problème de dosage était beaucoup plus discuté pendant la période de la pandémie Covid-19 parce que les patients faisaient beaucoup de réinfestations et recevaient beaucoup de thérapeutiques. Et parfois, il peut recevoir plusieurs doses de vitamine D comme thérapeutique, sur des compléments alimentaires. C'est comme ça que le risque d'intoxication a été décrit, mais je vous ai dit, sur les revues de la littérature, il n'y a eu que 2 patients qui ont souffert du problème d'intoxication, mais c'est une situation qui est très, 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 très rare. Oui, en Algérie, il y a un manque de vitamine D malgré, c'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le paradoxe des pays ensoleillés, parce qu'on s'expose plus au soleil, à vrai dire. On n'aime plus s'exposer au soleil, et puis on met des vêtements, même quand on est voilé, on limite l'exposition au soleil, on met des écrans total. Donc c'est pour ça que il n'y a pas assez de production de vitamine D. Le dosage pour un sujet sain, est-ce que ce n'est pas vraiment nécessaire? Vous avez vu que toutes les sociétés savantes ne le recommandent pas. Mis à part doser dans certaines situations, vous avez un patient symptomatique, situation à risque, patient en insuffisance rénale, diabète. Quand même, on a beaucoup de situations dans lesquelles on doit penser justement au dosage de la vitamine D. Le patient obèse, les diabétiques, les hypertendus, c'est quand même pas mal. L'indication de la vitamine D injectable, non. L'idéal, c'est la forme orale et vous avez vu que plutôt la prise quotidienne que la prise intermittente parce que ces doses de charge sont très néfastes pour le patient. On demande un bilan de vitamine D, on prescrit vitamine D ou 25. Non, c'est de la vitamine D, ça sera de la vitamine D3. D'accord? Voilà, quand le patient a pris de la vitamine D et quand est-ce qu'on peut la doser? J'ai expliqué tout à l'heure que quand on prend déjà 24-48 heures, il est déjà au niveau de la circulation et il atteint son maximum après traitement au bout du 10e et 15e jour, donc 2 semaines. Est-ce que la méthode d'explorer le champignon au soleil? Non, 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 non. Mais par contre, la consommation de champignons, c'est très riche aussi en vitamine D. Vous avez vu tout à l'heure, les aliments riches en vitamine D, c'est tous les poissons gras, l'œuf, et puis il y a aussi les champignons. Il y a quand même maintenant une production locale de champignons de Paris et je pense que le prix est accessible, hein. Il faut plutôt, oui, le poisson est cher pour être consommé tous les jours, mais il faut consommer quand même des œufs et des champignons de Paris. Oui, la supplémentation systématique chez un sujet sain n'est pas recommandée au jour d'aujourd'hui. Oui, oui, on peut compléter le bilan par un bilan phosphocalcique. Oui,
Ça dépend ça dépend le terrain, hein, ça dépend ce que vous avez comme symptômes. Est-ce que le protocole d'admission de vitamine D chez les nourrissons, là je m'occupe de l'adulte, c'est pour ça que je m'abstiens par rapport à l'enfant, d'accord? Je sais que la supplémentation, elle est toujours la même, parce que c'est pas la même chose que l'adulte, d'accord? Différence entre supplémentation préventive et curative. C'est clair, il faut pas que ce soit une supplémentation systématique. Déjà, demander un bilan quand il faut, quand il y a des facteurs de risque et aller traiter. Vous avez vu à travers les études que même la supplémentation préventive, ça n'a pas servi. Tout à l'heure, l'étude qui a été faite sur des sujets âgés de plus de 78 ans, eh ben, le taux de mortalité n'a pas changé et même les complications, ça n'a pas changé et ça n'a pas donné plus de bénéfices. Justement, oui, pour les malades qui sont sous rifampicine, faut-il les supplémenter systématiquement? Vous dites rifampicine, c'est-à-dire c'est un malade qui est sous traitement antituberculeux. Il a deux pathologies. Il a une pathologie infectieuse, il y a de l'inflammation et il est sous traitement. Oui, pourquoi pas demander un dosage de la vitamine D et le supplémenter. Peut-être que ça aussi, ça va entraîner une amélioration de sa pathologie. C'est ce qu'on a appris. Maintenant et dans l'actualité. Ce sont toutes les pathologies infectieuses, inflammatoires, auto-immunes. Il faut penser justement à doser et il y a même certains thérapeutiques. Bon, moi je suis interniste, on utilise beaucoup de corticoïdes et vous avez vu que dans notre schéma, quand on utilise des doses de charge de corticoïdes, on supplémente systématiquement en vitamine D. On sait que les glucocorticoïdes entraînent une carence en calcium et en vitamine D. C'est pour ça que on supplémente de façon systématique. On apprend de jour en jour que aussi les antidépresseurs, la rifampicine peuvent aussi entraîner les antiépileptiques, peuvent entraîner une carence en vitamine D. Donc il faut faire attention. Oui, pourquoi pas? Il faut doser. Il a deux trucs, on va dire trois trucs qui peuvent entraîner une carence. Il y a l'infection, il y a l'inflammation et il y a aussi la thérapeutique. On me pose beaucoup de questions pédiatriques. Je préfère m'abstenir parce que ma présentation, elle concerne la supplémentation surtout par rapport aux adultes. Pourquoi il recommande d'associer la prise de vitamine D avec l'huile d'olive? Pas forcément qu'avec l'huile d'olive, c'est une vitamine qui est liposoluble, c'est-à-dire on préconise de prendre cette vitamine D au milieu d'un repas qui est un petit peu copieux et gras. Il faudrait qu'il y ait du gras. Oui, l'huile d'olive, pourquoi pas, pour améliorer l'absorption de la vitamine D3. Veuillez m'excuser pour les questions pédiatriques. Peut-être que ça sera, je pense que Madame Safti va prendre ça en considération et pourquoi pas aussi solliciter un pédiatre pour parler justement de la supplémentation de la vitamine D chez les enfants. Les sources naturelles de vitamine D, ça, j'ai répondu, poisson gras, œufs et champignons. Quels sont les symptômes de carence en vitamine D? Au départ, dans les années 70, on était plutôt penché à penser aux carences en vitamine D quand il y a des problèmes de rachitisme, de fractures. Mais là, on pense aux carences de la vitamine D chez patients diabétiques, hypertendus, quand on a mal. C'est vrai qu'on le demande souvent chez des patients qui ont des problèmes d'asthénie, d'arthralgie, mais il n'y a pas que ça. Même un patient qui fait un prédiabète, un patient qui fait de l'hypertension artérielle et une infection, un cancer, il faut penser à demander, il n'y a pas de symptômes spécifiques de la carence en vitamine D. Les différentes spécialités commerciales,
de la vitamine D disponible, comme Soline et Dante, présentent-elles des différences qui peuvent influencer? Non, 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 elles se valent tous. Heureusement qu'ici en Algérie, on a plusieurs présentations. On a la 50 000, on a la 20 000 et on a aussi la 1000, le comprimé 2000. Donc, vous avez libre choix. Vous pouvez discuter avec vos patients. Est-ce qu'ils préfèrent une prise tous les 2 semaines ou tous les jours, c'est avec votre malade que vous devez discuter. Il n'y a aucune différence. Devant asthénie, douleur musculaire, doit-on doser la vitamine D sur tous les jeunes? Oui, 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 ça peut être des symptômes de carence. Il n'y a pas de carence, il n'y a pas de symptômes spécifiques de la carence en vitamine D. Pour les valeurs, quand on traite, il faut avoir au moins un 60 nanogrammes par millilitre. C'est la dose à ne pas dépasser. D'accord? On me pose des engrais utilisés pour des pommes de terre étaient la cause de carence en vitamine D. J'ai pas d'informations, mais je sais que les engrais, ça a beaucoup d'effets néfastes. Oui, je ne sais pas. Quelle est la source artificielle? Il n'y a pas de source artificielle, c'est des médicaments. Cas de supplémentation, oui, pas de bilan avant 6 mois. Ça sert à rien d'aller faire payer les patients pour des bilans, en plus qui coûtent cher, hein. Le dosage de la vitamine D, c'est cher, hein. D'accord? Toute personne plus de 70 ans doivent bénéficier d'un dosage de vitamine D avec éventuelle supplémentation. Exact, exact. Parce que plus on prend de l'âge, plus on est déficitaire en vitamine D. Concernant les malades sous antiépileptiques, oui, ils ont été incriminés dans la malabsorption de la vitamine D. Oui, on peut doser la vitamine D. Maintenant, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de données qui mettent en relation la carence de la vitamine D avec les maladies psychiatriques, l'Alzheimer. Le temps de prise, le soir ou le matin, peu importe. Au même moment, c'est tout. Il faut une bonne observance. Il faut que le malade prenne son traitement. Peu importe, peu importe. Il n'y a pas eu de lecture dans ce sens par rapport à la chronologie de la prise de la vitamine D. Par rapport à l'association avec le magnésium, est-ce qu'elle est nécessaire? C'est les études qui ont démontré que l'association avec le magnésium, ça stimule et ça améliore l'activité de la vitamine D. Oui, oui, vous pouvez supplémenter quand vous pouvez ne pas supplémenter, c'est pas nécessaire. Quand il y a une carence avec une hypercalcémie, il faut explorer, hein, d'accord, hein. Généralement, quand il y a une hypercalcémie, ça va entraîner un feedback négatif par rapport à la diminution de la synthèse, hein, d'accord? Oui, CEP et vitamine D. Le lien, c'est avec beaucoup de maladies neurologiques dégénératives telles que la CEP, l'Alzheimer. Il faut doser et supplémenter quand il y a des facteurs de risque. Est-ce que la prise de la vitamine D doit être à jeun? Non, non, non. Au contraire, j'ai expliqué, il faut la prendre avec un truc qui est gras. Bon, on a cité l'huile d'olive, oui, pourquoi pas. S'il vous plaît, quand est-ce qu'on doit faire le dosage de contrôle après schéma de Grieux? 6 mois, 6 mois. Ça sert à rien de refaire le dosage après le traitement d'attaque, mais il faut attendre encore 3 à 6 mois. Ça dépend le terrain hein, que vous avez. 3 à 6 mois pour refaire le bilan.
On dit parfois que l'analyse seule de la vitamine D n'est pas fiable. Si vous avez suivi ma présentation, je vous ai démontré tout à l'heure qu'il faut vérifier la technique de dosage. Et malheureusement, on n'a pas de standardisation par rapport aux techniques de dosage. Vous pouvez demander pour le même patient deux dosages dans deux labos différents. Vous pouvez avoir des valeurs complètement différentes. On peut prendre la vitamine D et magnésium et le calcium à la fois. Euh, pour certains malades, oui, on peut prendre la vitamine D et le calcium chez certains malades qui sont sous corticoïdes. On peut même leur ajouter une cure de magnésium. Ça dépend de votre terrain, mais ça ne doit pas être du systématique. C'est tout. Enfin, on me remercie pour la présentation. Merci à vous, hein. Merci pour votre écoute, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous avez d'autres propositions par rapport à d'autres thématiques, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai répondu par rapport la vitamine K2. Non, ça améliore l'absorption de la vitamine D, mais ce n'est pas recommandé de façon systématique. Malade psoriasique, plus de 70 ans, et est-ce que ils sont exposés à une carence? Oui, oui, oui. C'est une maladie inflammatoire, hein, d'accord? Toute maladie inflammatoire, auto-immune, va entraîner, il y a possibilité qu'il y ait une carence en vitamine D. Veuillez m'excuser pour les questions pédiatriques. Moi, je pense un pédiatre est mieux habilité à vous donner beaucoup d'informations. Si deux labos donnent deux valeurs différentes, que faire? Justement, on sera obligé de demander une troisième. Ça, c'est clair, pas, pas que pour la vitamine D, mais pour tous les analyses, quand on a des valeurs comme ça contradictoires, on sera obligé malheureusement de redemander un troisième bilan. Surtout s'il n'y a rien qui explique cette carence. Maintenant, si vous avez un terrain particulier, elle est enceinte, insuffisant rénal, hépatique, un patient, je ne sais pas, qui est diabétique, hypertendu, c'est pas grave, on peut supplémenter parce que c'est quelque chose qui se fait, c'est un prélèvement qui est cher et qui est fait dans le privé. Parfois proposer de refaire un troisième bilan, ça coûte cher pour le patient. N'hésitez pas à traiter et redemander au bout de 6 mois. C'est un peu mieux que d'aller demander un deuxième. D'accord? Juste pour qu'on... Ça coûte cher, hein. C'est pour ça que dans les recommandations, vous avez vu que c'est pas quelque chose qui doit être fait chez tout le monde, hein. La dose journalière pour un sujet sain, pas la dose, mais la dose recommandée pour un sujet sain, c'est aux alentours de 600 unités. D'accord? Quel est le lien? Quand il y a le lien entre un taux élevé de calcium et la vitamine D, quand il y a une, euh, une hypersécrétion de vitamine D, on peut avoir un problème d'hypercalcémie. Je citerai à titre d'exemple comme je suis interniste, il y a la sarcoïdose. Et on sait que dans la sarcoïdose, c'est une maladie inflammatoire systémique. Et justement, ce granulome inflammatoire va libérer de la vitamine D. Et cette vitamine D va être réabsorbée et elle peut donner par la suite un problème d'hypercalcémie. C'est ça le souci. Ça dépend les étiologies. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait explorer. Oui, c'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure en conclusion, que la vitamine D, elle joue un rôle essentiel dans presque pas mal de maladies. Oui.
Oui, l'action, j'ai expliqué tout à l'heure qu'elle a un mécanisme d'action génomique et non génomique, c'est-à-dire elle peut se lier à son récepteur et aller au niveau du gène et stimuler les cellules, comme elle peut agir directement sur d'autres cellules sans avoir à être liée à son récepteur. Qu'on peut prescrire de la vitamine D sans faire le dosage de la vitamine D, puisque la majorité des femmes, il y a une carence. L'idéal, c'est de demander d'abord un dosage. On ne peut pas traiter comme ça des patients sans avoir un petit aperçu sur leur statut en vitamine D. Madame Safti, j'ai répondu, je viens de répondre à la question par rapport à l'hypervitaminose D et l'hypercalcémie. Madame Safti, Oui, professeur, je suis avec vous. Oui, oui, je pense que j'ai fait le tour de toutes les d'ac- questions qui ont été posées depuis ce matin. d'accord. Voilà la dernière. Quels sont Professeur, les signes corporels de carence? Il n'y a pas de signe spécifique. Ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pas mis, si vous avez remarqué sur mon plan, quels sont les signes orientateurs d'une carence. Mis à part les douleurs ostéo-articulaires et musculaires, ça peut être un prédiabète, ça peut être un cancer, ça peut être une infection, hein. Le dosage se fait à jeun ou non, c'est pas une nécessité d'être à jeun pour faire le dosage de la vitamine D. professeur Chemali, merci beaucoup. Oui, Yatek Saha. l'ASL, mec, je ne sais pas si on termine ou Si vous avez terminé la communication, j'ai vu que vous avez répondu pratiquement à toutes les questions. Euh, il y a eu on par remercie contre, juste, je voulais signaler des réponses plutôt pédiatriques. Moi, je pense que pédiatrique. oui, 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 j'ai vu. pourquoi pas, il faudrait pas inviter un pédiatre pour parler de la Oui, supplémentation de la oui, vitamine D pourquoi et pas. des Oui, recommandations chez l'enfant parce qu'ils semblent être intéressés. Ils ont posé beaucoup de questions. bien sûr, bien sûr. On va essayer d'organiser ça, Inch'Allah. Alors, d'ici là, on remercie tous les participants. J'espère que c'était bénéfique pour vous. Professeur Chemali, au nom de la direction de la formation, je vous remercie. Merci à On se vous, donne Madame un Safti. rendez-vous, Inch'Allah, très Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, pour d'autres thématiques. Inch'Allah, merci beaucoup à vous, Madame Safti, et puis je Merci. remercie le ministère de la Santé de nous donner justement ces moments de partage de connaissances avec nos confrères et nos collègues. Je vous remercie pour être attentif depuis ce matin. J'espère que c'était clair et je vous dis à très bientôt pour d'autres formations, Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah. صحفتكم et صحة رمضانكم. Merci. Allah يسلمك. Merci, Sahaf comme tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Allez, au revoir.